Il est 19h30, bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle tranche d'information. À la une de l'actualité régionale ce soir, cette nouvelle explosion meurtrière suite à un airbag défectueux. Tristan Guérin, 26 ans, a reçu un projectile émanant de cet équipement provenant d'une Citroën C3. Ses proches ont décidé de porter plainte. Témoignage poignant dans ce journal. Un projet d'habitat jeune à Dugazon. 77 logements dédiés aux 18 et 30 ans, actifs ou non, sortiront de terre dans 18 mois. L'occasion de s'intéresser à ces grands oubliés du logement en Guadeloupe. 2 jeunes ont accepté de nous livrer leurs difficultés. Et puis nous en parlerons avec notre invité Bruno Arcadipane, président d'Action Logement. 51 morts, 18 disparus, 40 000 familles sinistrées. Haïti de nouveau frappée par les pluies diluviennes. La ville de Léogane a été particulièrement touchée, vous le verrez. Et puis le 3e ouvrage de Georges Brédan, Le miracle du bas de la source, un hommage à ce quartier patrimoine du sud-est de Pointe-à-Pitre. Est-ce la loi des séries ? Une nouvelle famille tire ce soir la sonnette d'alarme après un nouveau drame suite au déclenchement d'un airbag. 2 jours après le décès d'une conductrice à Gourbert, un jeune homme de 26 ans a lui aussi perdu la vie à bord d'une Citroën C3. Le dispositif de sécurité se serait lui aussi déclenché, entraînant sa mort. Ses parents ont décidé de porter plainte. Marilyn Plaisir, Olivier Duflot. Ils sont terrassés par la douleur. Mais ils veulent sortir de l'ombre et briser le silence. Leur fils Tristan a perdu la vie à bord de son véhicule. C'était il y a exactement 3 semaines. On sait qu'il y a eu un choc. Oui, il est rentré dans une voiture. La personne qui le précédait a été interrogée par la police, mais n'a pas compris ce qui se passait parce qu'il n'a pas senti un choc très violent. Il n'a pas été blessé, rien du tout. C'était à 8h du matin dans les embouteillages de la Riviera, donc il roulait pas très très vite. Les gens qui étaient sur le lieu de l'accident nous ont tout de suite parlé d'un quelque chose de perforant qui lui était pénétré dans l'œil jusqu'au cerveau. Mais un autre choc va secouer le couple. Et il a été procédé à une autopsie. Et là, on a eu la confirmation absolue que la cause de la mort de Tristan était un projectile en métal qui, de toute vraisemblance, mais là les rapports d'expertise le diront de façon officielle, mais de toute expérience, c'est un morceau de métal qui a été projeté par son airbag. Voici la voiture de Tristan, le lendemain de son achat. Le jeune homme était le 3e propriétaire d'une Citroën C3, âgé de 11 ans. Et chez les Guérins, la campagne de rappel du constructeur n'était pas vraiment dans les esprits. À l'époque où elle a eu lieu, on n'était pas acheteur Citroën, on n'était pas possesseur de Citroën. On a entendu sûrement, mais pas de souvenir, cette information-là. Et 6 mois après, on a acheté une Citroën. Bon, mais on n'a pas fait de... Personne ne nous a dit, attention, C3, c'est pas génial. J'ai rentré le numéro du véhicule. Évidemment, voilà, ce qui est tombé, c'est il faisait partie de la liste des voitures qui devaient être... Le véhicule d'occasion de Tristan, passé entre les mailles du filet. Et voilà ses parents partis en croisade pour sauver des vies. On ne comprend pas que quand on sait que ces voitures ont tué, ou ces airbags ont tué, on ne comprend pas que la mobilisation ne soit pas faite. Qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit, je sais pas, préfectorale, qu'elle soit... On ne comprend pas. La famille a porté plainte pour homicide involontaire. Le véhicule sous scellé n'a pas encore été expertisé. Bruno et Muriel Guérin vont devoir s'armer de patience avant les résultats d'une expertise qui va déterminer les responsabilités. En bref, le délibéré de l'affaire Agathe, l'agence guadeloupéenne d'aménagement du territoire. Le tribunal a prononcé la relaxe des personnes et institutions poursuivies dans ce dossier. Seul Maurice Comla a été condamné pour procédure abusive à verser 3 fois 5 000 € à Gilles Thémine, à la Caisse des dépôts et consignations et au département. En bref, toujours, maître Charles Nicolas sous le coup d'un mandat d'amener. L'ancien double bâtonnier est convoqué jeudi en Martinique
téléphonique devant le juge d'instruction en charge de son dossier pour répondre de manquements à son contrôle judiciaire. Il aurait poursuivi son activité d'avocat alors qu'il est suspendu pour une durée de 6 mois en application d'une décision du Conseil de l'ordre. Un renforcement de son contrôle judiciaire, voire un placement en détention provisoire pourrait être prononcé à son encontre. Une actualité judiciaire chargée avec la relaxe prononcée ce matin en faveur d'Edwin Lopen par le tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre. Le directeur de cabinet du maire du Gosier avait été jugé en avril dernier pour outrage et divulgation du nom d'un fonctionnaire de police. C'est une première en Guadeloupe en matière de logement social. Sous l'impulsion de l'État, 77 logements entièrement dédiés aux jeunes de 18 à 30 ans sortiront de terre dans 18 mois dans la zone de Dugazon aux Abîmes. Le programme porté par la SICOA a été présenté ce matin. Projet dédié aux jeunes, actifs ou non, en rupture sociale ou défavorisés. Il s'agit là d'un programme de construction de logements locatifs collectifs. Coût total de l'opération, 11 millions d'euros. Pas simple, quand on est jeune, de trouver un logement décent au loyer abordable. Parc locatif insuffisant, démarches administratives compliquées, c'est souvent le parcours du combattant, encore plus pour les jeunes précaires, parfois en rupture familiale ou en décrochage scolaire. 2 d'entre eux ont accepté de nous livrer leur témoignage. Reportage Lydia Quérin, Christian Danquin. Lorsqu'il rentre chez lui, il est désormais apaisé. Jeffrey, 21 ans, a enfin un toit. C'est beaucoup mieux. Puis, c'est encore plus... ça a des côtés plus confortables maintenant. Jeffrey a trimé pendant 3 ans, entre galères familiales et petits boulots au noir, avant d'obtenir ce logement qu'il partage avec un autre jeune. Son principal frein, des démarches administratives beaucoup trop contraignantes. On te demandait déjà si tu avais une adresse, mais comment tu peux donner une adresse s'il n'y en a pas? Et pour avoir un logement, il faut l'adresse, ton adresse, ancienne adresse. Comme lui en Guadeloupe, de nombreux jeunes rencontrent des difficultés pour accéder à un logement. Le plus souvent, ils se tournent vers la mission locale. L'an dernier, sur les 9000 jeunes accompagnés ici, 14% d'entre eux ont fait face à une problématique de logement. C'est aujourd'hui le cas de Samantha. Elle vient faire le point sur son dossier de demande de logement social. La demande est passée juin l'année dernière. Ça me bloque dans mon autonomie parce que... je me dis quand même j'ai 20 ans, je suis plus chez mes parents, je suis quand même assez indépendante. Donc avoir ce problème de logement, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Il n'y a pas d'intimité vraiment, donc c'est chaud. En Guadeloupe, la problématique du logement des plus jeunes est liée à celle de leur faible taux d'emploi. Selon une étude de l'INSEE parue en janvier, 27% des 15-29 ans ne sont ni en emploi, ni en études et ni en formation. Les bailleurs sociaux n'ont pas beaucoup de petits logements, ils ont beaucoup de T3, T4, les studios, les F1, les T2, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est vrai qu'un jeune seul, avec très peu de moyens, pourrait disposer d'un petit logement, mais effectivement, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Alors, l'une des solutions est la création de structures adaptées. Ici, 77 logements exclusivement dédiés aux jeunes de 16 à 30 ans vont sortir de terre. Vous aurez 35 logements en foyer de jeunes travailleurs. On aura aussi 25 logements pour un centre CHRS, c'est-à-dire un centre d'hébergement pour les personnes d'insertion sociale. Et nous aurons une vingtaine de logements qui seront là donc pour des logements libres ou intermédiaires, mais surtout des logements sociaux. Des logements qui devraient accueillir les premiers jeunes dans 18 mois. Et pour aller plus loin avec nous sur le sujet, à mes côtés, Bruno Arcadipane, le président d'Action Logement. Bonjour. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Action Logement, le premier groupe de logements sociaux en France. Comment aider ces jeunes qui sont dans un parcours d'insertion, qui ont de faibles revenus? Quelles solutions proposez-vous? Alors, vous l'avez dit, nous sommes un groupe majeur en France et d'ailleurs à taille européenne. Nous sommes un groupe paritaire. Je suis moi-même assis sur un siège MEDEF et nous connaissons particulièrement bien toutes ces problématiques, à la fois liées
à l'emploi-logement, au lien emploi-logement, mais également à la jeunesse, puisque nos salariés de demain sont évidemment ces jeunes. La toute première chose, c'est que les partenaires sociaux, il y a déjà quelques années, ont créé une garantie qui s'appelle Visal, qui permet, comme ce jeune essayait de nous l'exprimer, d'apporter à ceux dont les parents n'ont pas les moyens financiers d'apporter des garanties financières aux bailleurs, d'apporter la garantie du groupe Action Logement. Premier point. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne formidablement bien, puisque nous allons bientôt, dans les jours qui viennent, fêter le 1 000 000e. On a délivré 1 million de passeports et de garanties Visal pour ces jeunes de moins de 30 ans. Ensuite, il faut adapter l'emploi. Vous l'avez dit dans votre reportage, il y a peu de bailleurs sociaux qui ont des logements adaptés pour les jeunes. Beaucoup de T3, de T4. Tout à fait, voire plus, puisque nos familles étaient bien plus grandes il y a quelques dizaines d'années. Et aujourd'hui, on manque de petits logements et surtout de logements adaptés à cette jeunesse avec des loyers extrêmement pondérés. C'est pour ça que nous avons donné à l'ensemble de nos filiales, on a une 50aine de filiales, SICOA, vous l'avez cité, et notre filiale guadeloupéenne, qui travaille sur la Guadeloupe et sur Saint-Martin. Et il est important que nous puissions avoir une offre, et c'est toutes les discussions que nous avons avec l'État, et notamment avec le préfet que je rencontrais aujourd'hui, où on puisse avoir des fonciers mis à disposition à bas prix, là un foncier pour 1 euro, pour être très clair, ce qui nous permet de pondérer les loyers pour ces jeunes. Vous êtes conscient que 77 logements, c'est bien, mais ça reste insuffisant et peu adapté, on l'a vu. Est-ce que ce n'est pas un coup d'épée dans l'eau, finalement ? Absolument pas. En 2019, j'ai fait voter 1,5 milliard de budget exclusivement dédié aux Outre-mer. Sur ce 1,5 milliard, beaucoup disaient mais les ultramarins n'auront pas cette capacité à délivrer, etc. À l'heure où je vous parle, c'est 1,1 milliard d'euros qui ont été investis sur les territoires ultramarins, dont la Guadeloupe. Donc nous allons continuer à développer cet exemple. Évidemment, à l'heure où on se parle, c'est le premier, mais ça va être le premier d'une longue série, parce que nos jeunes, c'est évidemment une priorité absolue, puisque ce sont nos futurs salariés, comme je le disais. Alors, il y a les jeunes, mais il y a aussi tous les publics. Donc, il faudrait plus de 10 000 logements en Guadeloupe, soit au minimum 1 000 logements chaque année pour satisfaire les besoins. Quel financement proposez-vous pour permettre aux bailleurs d'impulser le logement social en Guadeloupe, compte tenu des difficultés que l'on connaît, l'eau, l'assainissement, les permis de construire qui tardent, et puis l'inflation des coûts des matières premières. Donc, comment comptez-vous accompagner davantage ces bailleurs sociaux ? Alors, je l'ai dit, depuis quelques années, nous sommes l'acteur majeur sur les territoires domiens. Il est important qu'on puisse poursuivre ces efforts, et c'est pour cela que je vous l'annonce en avant-première. Dans quelques jours, je signerai avec Madame Borne une convention quinquennale qui nous permettra d'assurer le financement de tous ces logements sur la Guadeloupe, Saint-Martin et évidemment tous les autres territoires ultramarins pour les 5 ans qui viennent. Alors, Elisabeth Borne qui a dévoilé plusieurs mesures hier pour répondre à la crise du logement. Quel est votre sentiment justement sur ces mesures ? Certains parlent de mesurettes, compte tenu du fait qu'il y a quelque temps également, Gabriel Attal avait annoncé que le secteur du logement serait particulièrement concerné par une baisse des dépenses publiques. Vous en pensez quoi ? Vous pensez quoi de ces nouvelles mesures ? Est-ce qu'elles sont suffisantes ? Alors écoutez, je ne suis ni président de fédération, ni ministre du logement ou des Outre-mer, donc je ne me permettrai pas des commentaires sur ce qui a été annoncé hier. J'ai, comme vous, vu que côté fédération de la construction de façon générale, ce sera suffisant. C'était plutôt un mécontentement, et donc vous partagez ce mécontentement. Donc voilà. Concernant le groupe Action Logement que j'ai la chance et l'honneur de présider, je vous l'ai dit, on travaille depuis longtemps sur l'écriture de cette convention, et je suis certain de pouvoir la signer très prochainement avec le gouvernement. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Bruno Acardipane, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.
Et demain, Basse-Terre sera au cœur de toutes les attentions. Les représentants des collectivités locales et les parlementaires se réuniront pour le 17e congrès des élus au conseil départemental. Alors, quels sont les enjeux économiques pour le territoire? On voit ça avec Jackie Massico. L'urgence est économique, la persistance des inégalités et des retards de développement, la fragilité des filières traditionnelles, les difficultés financières des collectivités qui impactent l'investissement public sont autant de freins au développement d'une économie insulaire enfermée malgré les discours sur la coopération régionale dans une relation quasi exclusive avec l'Hexagone. Lever les obstacles, c'est rompre avec une économie de type colonial et de monopole, tributaire de l'import-export. La question fera débat au Congrès avec une longue liste de propositions pour faire sauter les goulots d'étranglement et pallier l'inadaptation des normes. Des préconisations tout azimut pour pallier des difficultés multifactorielles. Certaines visent à améliorer et renforcer des dispositifs existants, mais les élus mettent sur la table de nouvelles pistes très audacieuses pour certaines, qui, si elles sont validées, devraient donner lieu à d'intenses discussions avec le gouvernement. Des propositions qui globalement convergent toutes vers l'équité territoriale et la réduction des disparités socio-économiques. Cela passe notamment par l'octroi de nouvelles prérogatives dans plusieurs domaines, à commencer par les plus sensibles, un pouvoir douanier et fiscal. Demain, ils seront 106 dans l'hémicycle à assister au débat. Le palais du conseil départemental est donc fin prêt pour accueillir ce 17e congrès. Ambiance des préparatifs de ce grand rendez-vous avec Thierry Philippe. Nous sommes à la veille du 17e congrès des élus. Le site du conseil départemental se prépare dans le calme. Le rendez-vous entre les élus départementaux, régionaux, des maires et des parlementaires nécessite un peu plus de moyens que dans le cadre d'une plénière. Pour veiller au bon déroulement de cette importante rencontre politique, le directeur de cabinet du conseil départemental en personne veille aux moindres détails. Il y a bien sûr l'aspect logistique avec un travail de concert des deux collectivités, région, département, mais également en lien avec l'association des maires et les représentants des parlementaires pour faire en sorte que les 106 congressistes, alors je dis bien 106 parce qu'il y a en fait des élus qui sont à la fois maire et conseiller régional ou maire et conseiller départemental. Donc les 106 congressistes soient installés dans les meilleures conditions, qu'ils disposent de toutes les informations, ils sont en mesure de délibérer de la manière la plus sereine possible. Rien ne doit donc être laissé au hasard lors de ces préparatifs durant lesquels de nombreux médias sont attendus. Ce qui est important, c'est bien sûr ce qui se passe au Congrès, mais le fait également de faire savoir à la population guadeloupéenne ce que proposent les élus en concertation avec la population. Et donc le lien avec l'ensemble des médias de Guadeloupe a été réalisé pour qu'ils soient dans les conditions optimales pour la couverture de cet événement, en direct ou en différé. Et il y a même au-delà des médias locaux, des médias nationaux qui sont intéressés par ce congrès. Fort du bon fonctionnement de toute cette logistique, les élus convoqués en congrès devraient pouvoir, au plan politique, donner leur vision institutionnelle commune à l'attention du comité interministériel de l'Outre-mer. Un congrès à suivre sur notre antenne demain dès 9h en téléradio et sur Internet. Vous pourrez suivre l'intégralité des débats. En bref, sachez que la commission électorale de la Fédération socialiste a désigné à l'unanimité Victorin Lurel, sénateur socialiste sortant, tête de liste aux prochaines sénatoriales pour le parti. Une désignation qui intervient au lendemain de la candidature de Victoire Jasmin pour un second mandat en tant que tête de liste également. La Fédération guadeloupéenne du PS dit prendre acte de cette décision dans un communiqué. Au moins 4 morts et 36 blessés. C'est le premier bilan du violent séisme qui a frappé Haïti ce mardi. C'est l'ouest du pays, particulièrement la ville de Jérémie, qui a été frappée. Le tremblement de terre de magnitude 4,9 s'est produit peu après 5 heures à une profondeur de 10 km. C'est donc un nouveau drame pour le pays qui vient de subir d'importantes inondations. 51 morts et 18 disparus enregistrés ce week-end, selon le tout dernier bilan de la protection civile. Près de 40 000 familles sont aujourd'hui sinistrées à Léogâne, notamment, où l'heure est désormais au déblayage. Michel Gendre.
À Léogane, on patauge dans la gadoue depuis les inondations dévastatrices. Les 3 rivières qui ont débordé et submergé la ville d'eau boueuse laissent un spectacle de désolation, aussi bien dans les rues que dans les maisons. De la boue à n'en plus finir. Elle s'est infiltrée et accrochée un peu partout, sur les sols et sur les murs, endommageant les maigres effets des habitants. On recense à Léogane quelques 700 maisons détruites et plus de 8000 familles sinistrées. Des hommes et des femmes encore sous le choc, ils ont tout perdu, parfois même des proches, mais ils sont à pied d'œuvre pour nettoyer, éliminer la boue et récupérer ce qui peut l'être. Nous n'avons pas la vie encore, tout regarde nous aller, nous n'avons pas rien du tout, nous ni connaître, nous tout ni. Nous demandons à Ariel pour faire bagage pour nous. Bah nous rad, bah nous drap, nous n'avons rien encore, cochon, cabrit, tout allé. À Léogane, l'eau est montée très vite, très haut et a surpris bon nombre d'habitants. Le bilan est lourd, 24 personnes dont beaucoup d'enfants ont perdu la vie rien que dans cette commune. 9 sont portés disparus. L'hôpital tente de se remettre d'aplomb pour accueillir et soigner les quelques 70 blessés comptabilisés dans ce secteur. L'alerte inondation reste aussi en vigueur. Haïti s'attend encore à une semaine pluvieuse. L'acheminement de l'aide reste évidemment problématique à cause de l'état des routes, mais surtout de la mainmise des gangs sur la sortie sud de Port-au-Prince. C'est l'axe principal qui dessert Léogane et les départements du Sud. Et sachez que l'aide humanitaire s'organise pour venir en aide aux personnes sinistrées. La situation en Haïti qui sera abordée demain dans Politique Première avec Claude Danican qui recevra le président de l'association Tête Collée dans la grande interview. Non loin, à Cuba, la démographie poursuit son déclin. Le nombre d'habitants est actuellement de 11 millions. Il pourrait descendre jusqu'à 9 millions d'ici 2050. Et jamais le taux de natalité n'avait été aussi bas. Kelly Babo. À La Havane, c'est un sujet qui ne laisse pas les Cubains indifférents. La population se réduit au fil des années, constat effectué par l'Office national de statistique. Moins de naissances, car à Cuba, un bébé coûte trop cher. Les Cubains ne font plus assez d'enfants par rapport au coût qu'ils représentent. Et en ces temps de crise économique, avec un embargo qui perdure, le choix est vite fait. Beaucoup préfèrent réfléchir à 2 fois avant de se lancer. Résultat, le taux de natalité est en chute libre. C'est un changement radical dans une vie. Et quiconque y réfléchit un peu, agir en fonction d'une société comme la nôtre, qui n'est pas commode. Et selon les chiffres communiqués, Cuba a en 2022 enregistré plus de décès que de naissances, situation inédite depuis ces 60 dernières années. Tout est très difficile. Problème de transport, problème de nourriture, problème d'argent. Il est très difficile de gérer un ménage. Alors un membre de plus, je ne dis pas que c'est un fardeau, mais c'est une personne de plus à entretenir et c'est compliqué. L'île, qui comptait en 2022 un peu plus de 11 millions d'habitants, devrait, selon les projections, se retrouver avec 9 millions d'ici 2050. À ce rythme, Cuba ferait partie des pays comptant le plus de personnes âgées et par conséquent une diminution de sa population active. Je voulais être mère. J'ai d'abord pensé en avoir à 28 ou 29 ans. J'ai même dit que je voulais en avoir 2. Mais les choses ont changé. Nous avons déménagé. Et puis le temps a passé et les plans ont changé. Population vieillissante, baisse de la natalité, sans oublier l'émigration massive. Cuba est aujourd'hui confronté à un défi démographique devenu le principal enjeu du pays. Alors le gouvernement a mis en place des mesures pour inciter les Cubains à enfanter. Lui puise son inspiration des faubourgs pointois. Georges Brédan présente son dernier ouvrage, Le miracle du bas de la source, son 3e livre, un hommage à ce quartier patrimoine du sud-est de Pointe-à-Pitre. Paul Riscol, Daniel Quérin. Pour sa nouvelle publication, Georges Brédan a choisi la voie romancière pour mettre en lumière le quartier patrimoine du bas de la source qui n'avait pas bonne presse, mais qui fut jadis le poumon économique de la ville et plus généralement de l'archipel. Il faut témoigner à partir de tout cela, mais au-delà du témoignage, je dirais, à plat, il faut aussi faire savoir vivre la fiction
susciter des questionnements justement à travers toutes ces traces mémoires, à travers tous ces personnages que l'on peut identifier parfois, même que certains on ne peut pas les identifier, mais ils existent dans l'imaginaire. L'auteur met en scène 3 personnages, Margot, Ferrolus et Philibert, 3 voisins qui s'interrogent sur l'identité des perturbateurs qui leur imposent un environnement bruyant et inquiétant dans une ville en pleine rénovation urbaine. Il est important justement de montrer que de belles choses ont existé dans ces quartiers-là et que c'est des quartiers qui peuvent créer de la beauté et au point de pouvoir suggérer justement une œuvre d'art, parce qu'un roman c'est une œuvre d'art. Donc c'est pour moi la plus belle réponse que je pouvais apporter justement à ceux qui stigmatisent ce quartier, qui le mettent au banc des accusés, qui le diabolisent. De ce désordre social sans explication rationnelle sur les inquiétudes qui frappent ce quartier remontent subitement des sombres histoires, des histoires qui créent immédiatement une confrontation culturelle et intergénérationnelle. Nous connaissons le bas de la Source, nous connaissons ce quartier, c'est un quartier riche avec beaucoup d'images, avec des personnages typiques. Donc c'est vrai que quand moi je l'ai lu, j'ai reconnu des personnages de romans certes, mais aussi des personnages qu'on pourrait trouver dans un film, avec des fresques, des jolies fresques du quartier du bas de la Source en effet. Selon les critiques formulées autour de cet ouvrage, entre vieilles légendes, malédictions et autres pratiques occultes, de sombres histoires qui remontent à la surface et enflamment les esprits. Ajoutez à cela un récit polyphonique et ode à l'effervescence urbaine, le miracle du bas de la Source, un regard décapant sur une société mosaïque. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations à retenir ce soir. Cette nouvelle explosion meurtrière suite à un airbag défectueux. Tristan Guérin, 26 ans, a reçu un projectile émanant de cet équipement provenant d'une Citroën C3. Ses proches ont décidé de porter plainte. Témoignage poignant dans ce journal. Retour de l'information, 5h, Florence Péroumal, à 6h15, la grande interview. Johnny Désir, président de l'association Tête Collée, sera l'invité de Claude Danican. Demain, l'intégralité des débats du Congrès sur notre antenne dès 9h, en direct du Conseil départemental. 13h, Eddy Golabcan. Je vous retrouve quant à moi dès 19h. Tout de suite, Jackie Massico pour le journal créole. Très belle soirée à vous sur Guadeloupe la Première. À demain.